Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette émission est la suite de celle de la semaine dernière, donc je vous renvoie à la partie 3 de nos mangas à suivre, publiés la semaine dernière, ou même aux parties 1 et 2, il y a un an. On vous explique tout dedans. Le sondage, vos votes, le pourquoi de cette série d'émissions, etc., etc. D'ailleurs, pour revenir sur le sondage, on va piocher dedans pour revenir sur 3 autres mangas, mais à la fin du mois de mai, puisque nous allons vous proposer un cycle de 4 émissions autour des super-héros. Il y aura donc une première émission consacrée au manga de super-héros du moment qui était dans ce sondage, Evol, One Punch Man ou Chainsaw Man. Puis on reviendra en deux temps sur My Hero Academia à l'occasion de la fin du titre, et enfin avec la recrudescence de mangas labellisés Marvel, ça va nous pousser à regarder de plus près ce qu'il sort en France. Fin mai, début juin, on va donc tous mettre une cape et un slip par-dessus notre pantalon. C'est une thématique qui revient de plus en plus, le super-héros, non? On en a eu plein déjà. Après, il y en a beaucoup là, tu vois, Evol, One Punch, Chainsaw. Oui, après c'est pas c'est des, en cours, quoi. des Puis titres c'est des gros... récents. Enfin, ouais, mais c'est des gros titres qui, par Evol en termes de vente, mais c'est des titres qui se vendent bien en plus. Oui. Alors que Tiger and Bunny à l'époque, autant l'animé il marche un petit peu, mais en France, oui, ça veut pas marcher. Ouais, mais c'est parce que le manga était adapté de l'anime et je pense que les gens ils aiment pas ça. Puis c'est mal fait. Puis il y a un côté où ça fait des années qu'on nous promet un petit peu la mort des films Marvel, DC, tu vois, donc il y a vraiment, je pense, un vrai questionnement, tu vois. Alors effectivement, on voit que niveau cinéma c'est un peu en train de chuter, mais on n'est pas à l'abri que ça reparte avec le nouveau DC et compagnie. Du coup, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un petit peu la fin d'un cycle aux États-Unis peut-être, mais par contre au Japon c'est une thématique qu'on a à peine commencé à effleurer. Et quand tu vois des titres comme celui de Kaneko, tu vois qu'ils en sont à l'époque où ils essayent de briser ce côté super-héros, Golden Age gentil. Donc je pense qu'on va avoir encore d'autres choses qui vont arriver derrière niveau super-héros. Bon, on parle de tout ça à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, et maintenant c'est parti, on parle de Kaiju 8, de To Your Eternity et de Kowloon Generic Romance. Nos mangas à suivre sont dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas sur la longueur. Salut à tous, comment vous allez? Salut. Vous êtes remis de la semaine dernière, c'est bon? Non. 20 minutes, c'est suffisant à chaque fois par titre, on est d'accord? Ouais, moi j'ai lu. C'est run, vas-y, cours. J'ai lu Darwin, moi du coup. Là. Ah, c'est bien. Ouais, je suis à la partie où il a demandé de s'accoupler. Et alors, c'était le temps de tes attentes. Du coup, il a dit comme moi, il a dit tu veux baiser? Tu vois, il a vraiment dit. Non, au début, il dit veux-tu t'accoupler? Il a fait ah non, vous dites comment les humains? Baiser, voilà, coucher. Et là, tu t'es senti un petit peu, tu t'es reconnu en Charlie? Non, moi je suis pas comme ça. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être là avec nous, la 5e de couve. C'est un podcast manga hebdo, donc si ce sujet, si cette émission, si les mangas à suivre vous plaisent, scrollez un peu, regardez, il y aura forcément une émission pour vous. Puis si vous aimez ce qu'on fait, laissez-nous un commentaire, une note, partagez l'épisode. On veut savoir quel manga vous suivez avec intensité en ce moment, surtout si c'est dans les 3 dont on parle aujourd'hui. Place donc à nos 3 mangas de cette émission, comme la semaine dernière. On pourrait faire évidemment 1 heure sur chacun, mais on va se contenter de 20 minutes. Attention, ça va spoiler. Soit, c'est toujours bon pour la santé, mais si vous êtes allergique au spoil, prenez des antihistaminiques ou sinon à vos souhaits. Dans l'ordre, ce sera donc Kaiju numéro 8 pour les 20 prochaines minutes, puis To Your Eternity et enfin Kowloon Generic Romance. Consultez bien le descriptif de l'émission ou sur le blog ou les réseaux sociaux pour avoir tous les timecodes précis avant de vous lancer si jamais vous êtes allergique au spoil et que vous avez pas d'antihistaminique sur vous. C'est parti pour Kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto. Ça fait 14 tomes. On parle donc des 14 tomes aujourd'hui dans ces 20 premières minutes d'émission. Et c'est l'histoire d'une unité qui lutte contre les kaiju et notamment d'un membre qui a la capacité de se transformer lui-même en kaiju. À peu de choses près. Voilà les très gros traits de Kaiju 8, Julie. Ouais, et pour moi, c'est vraiment une lecture récréative, mais c'est la lecture récréative par excellence. Je pense qu'il a vraiment tous les caractéristiques du manga où tu poses ton cerveau et tu enjoy juste les combats, l'énergie
de voir des espèces de masses énormes se taper dessus et faire des espèces de maxi étincelles, le tout recouvert d'une sauce très bon sentiment, l'amitié, les efforts ça paye, la famille c'est important, enfin, et il y a vraiment une espèce les collègues. les collègues surtout, évidemment. Et moi, au bout de ces 14 tomes, j'avoue que ce que je trouve dommage, c'est que l'humour ne soit plus aussi présent qu'au début de la série. Oh, tu commences par une critique. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Oh, le shit sandwich, quoi. C'est trop bien, mais en fait, c'est nul. Oh, le shit mais non, sandwich. c'est pas nul. Mais parce que l'auteur a remplacé ça par donc des combats drame. De plus en plus incroyables, de plus en plus dantesques. Il n'y a pas de comment dire, on va que de superlatif en superlatif. Ouais. C'est peut-être pour ça que certains auditeurs suggérait le terme de pétard mouillé pour Kaiju 8 parce que il n'y a pas que moi non mais parce qu'on perd peut-être certains éléments de l'humour, de la nouveauté, de ce qui fait que le titre était moins ordinaire au fur et à mesure des tomes pour aller sur quelque chose de peut-être plus ambitieux en termes de risque pour les personnages. Après, d'un point de vue on va dire purement scénaristique, le personnage principal, donc Kafka, il est hors norme. Et puis finalement, il va se faire raboter petit à petit parce qu'il va rentrer dans un moule qui, pour moi, le moule suprême, c'est l'armée. Genre, tu ne peux pas rester foufou tout content machin si tu acceptes certaines conditions. Et en fait, même s'il est très humaniste et qu'il va évidemment cocher toutes les cases pour répondre aux besoins de ses collègues, il y a certains pans de sa personnalité qui ne peuvent plus s'exprimer, quoi. Bah, c'est surtout qu'après, lui, il a un objectif précis, il veut se venger. Mais après, pour revenir sur l'humour, c'est compliqué, c'est pas un manga d'humour, et c'est un peu comme Bleach. Bleach, au tout début, c'était très très drôle. Et au bout d'un moment, en fait, il faut se concentrer sur ce qu'est un shonen. Et c'est les combats, malheureusement. Et du coup... tu dis ça d'un temps hyper triste. C'est les combats, oui, parce que moi aussi, j'aimais bien. J'adorais l'humour de Bleach. Moi, les 16 premiers tomes, c'est 16 meilleurs tomes du monde. Mais là, il n'y a pas vraiment la place dans la suite du récit. Au début, il y en avait, mais effectivement, tu peux pas allouer ne serait-ce qu'une case dessus. Enfin, si. Ils en font en plus. T'as une ou deux cases tous les 50 pages, donc en vrai. Mais c'est plus de l'humour classique running gag que tu connais. Mais après, ce qui était pratique, tu disais, toi, il y a 14 tomes et que c'était la lecture un peu chill. J'en parlais la semaine dernière, c'est qu'on reprend. Moi, j'avais lu que 5 tomes à l'époque, la première année, et là, j'ai tout repris d'un coup à partir du 5, et je me rappelais tout parce qu'au final. Oui, c'est pas très complexe. T'as pas d'énergie à dépenser dans tes souvenirs, pardon. Et moi, j'ai remarqué que dès le tome 7, t'as vraiment le grand dénouement tragique qui, là, te met un peu une petite claque. Genre, on dit, bon, bah voilà, l'humanité, ça rigole plus, là. Et surtout, le méchant me fait penser énormément à Ajin. Mais je sais pas, le design, la façon de réagir. T'as vraiment l'impression que c'est penser à un Adlin, en tout cas. Juste un petit avertissement, pour écouter la 5e de coup, vous êtes obligé d'avoir lu Ajin. Oui, on en parle beaucoup. On en parle quasiment à chaque émission, donc Ajin, A-J-I-N. Et pas l'animé, le manga. Oui, exactement, t'as raison, Cagnard. En tout cas, tout est démesuré dans Kaiju 8. Franchement, on dirait qu'on commence tout de suite au tome 15, tellement c'est démesuré. Déjà parce que Kafka, il est vieux. Je sais plus quel âge il a, mais il a pas l'âge de Naruto, il a pas 10 ans. Quoi. Il a 30 ans. Ah, il a la trentaine. Et franchement, ce qui n'est pas vieux. Non, il est jeune, arrête. Dans le shonen, t'es un vieillard déjà. Franchement, vraiment. Tu t'adresses à des adolescents, ils peuvent même pas s'identifier. Ouais, ils voient pas le chiffre. Tu vois. Mais je sais pas, moi j'étais très content de lire ça parce que vraiment t'es tranquille. Tu lis et tu te poses pas de questions et t'arrives et tu te poses et puis tu lis, quoi. Après, c'est normal que ça soit démesuré puisqu'il est question de kaiju quand même, donc ça reste géant, tu vois. Tu sais pourquoi t'es tranquille et pourquoi on est tranquille? Parce que moi je suis exactement du même avis que vous, Kaiju c'est en pilote automatique, franchement, ça avance tout seul, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait depuis le tome 1, entre le tome 1 et le tome 14, il y a eu absolument aucune évolution scénaristique. On en est toujours au même point de il y a des Kaiju qui attaquent et les humains ils sont en galère pour répondre, mais ils y arrivent quand même grâce à la force des collègues. Mais justement, moi aussi j'ai réfléchi à cette analyse là, genre on est toujours en guerre contre les Kaiju, et pareil, les films de Kaiju, les trucs qu'on connaît le plus, Pacific Rim ou des trucs comme ça. Non, en termes vraiment populaires, très mondial, grand public, Pacific Rim pour moi il est first. Pardon. Godzilla est first. Non mais ils se ressemblent plus. Ouais, parce que je veux dire, ressemble plus à Kaiju. Godzilla, on a une explication d'où vient le Kaiju. Moi, ce que je veux dire dans les films de Kaiju, c'est que on sait pas pourquoi ils veulent détruire l'humanité.
on sait pas pourquoi ils sont méchants. Ils sont juste méchants et puis au final, c'est tout quoi. Bah là, il a rien donné. Hein, et surtout, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas comment ils sont nés. À part le Kaiju 8, on a plus ou moins une réponse au tome 7, mais c'est même pas une vraie réponse. Ouais, mais un peu après, quand même, il développe un tout petit peu. Pas assez, mais un petit peu. Ouais, il y a une certaine curiosité scientifique envers l'humanité. Quoi. Je reprends un autre film qui n'a pas forcément à voir avec Kaiju, mais on va dire que c'est de la SF, c'est Independence Day. Independence Day, ah oui, tu sais pourquoi les extraterrestres ils viennent pour nous tuer. Toi, c'est un peuple qui sont comme des sauterelles, ils annihilent toute la vie, mais au moins, tu as une pseudo-explication, alors que là, il n'y a que dalle. Ouais, mais parce que les extraterrestres, la plupart du temps, quand ils viennent sur Terre, c'est pour voler une denrée, alors que là, les Kaiju, ils viennent pour tout niquer. Oui, mais on ne sait pas pourquoi. Non, on ne sait pas. Peut-être ils sont programmés comme ça. Hein. Et le pire, c'est qu'ils existent depuis longtemps, parce qu'au XVIIe siècle, ils étaient déjà là. Donc déjà, tu te dis, mais l'humanité, comment l'humanité a fait pour se défendre contre des kaijus au XVIIe siècle avec des katanas. Bref, franchement. Oshino. Et ça, c'est un truc qui m'a donné aussi vraiment envie de lire la suite, c'est qu'à la fin du tome 8, t'as ce kaiju samouraï qui est dans la tête de Kafka, tu fais wow, un truc de fou. Et là, j'ai continué. Ouais. Bah, c'est une bonne carotte en même temps. Non, mais c'est vraiment. Moi, je dis, c'est un titre que je ne peux pas détester parce que je trouve que formellement, franchement, il se tient bien. Mais alors, malheureusement, avec notre vécu de lectorat, on trouve rien de surprenant dans Kaiju 8. Mais est-ce qu'il malgré fait tout, mal vous continuez quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il fait mal? Non, il fait pas mal du tout. Au bout d'un moment, sur les derniers tomes, là, on est encore sur une grosse attaque des Kaiju dans les derniers tomes. Tout le monde sort son petit pouvoir secret, sa petite nouvelle arme et compagnie. Et au bout d'un moment, c'était quasiment devenu vu que tous les combats se ressemblent, genre le héros arrive, pas Kafka, hein, mais un des combattants arrive, il se prend d'abord une première rouille, après finalement il a un pouvoir, finalement le Kaiju d'en face il a un pouvoir encore plus puissant, et après là tu joues à la roulette russe de qui va intervenir. Et moi je m'amusais un petit peu, genre alors qui est encore debout, qui peut venir et tout. Donc mais c'est un peu ça, j'avoue, c'est un peu un mélange entre Tokyo Ghoul, parce que toi il revêt les armures des kaiju qu'ils ont battus. C'est un mélange de Monster Hunter parce que franchement les armes démesurées c'est les mêmes. En vrai l'arc, la hache c'est une voltoage. Juste son électronique mais c'est vraiment Monster Hunter. Bleach parce que c'est du combat vraiment à fond. Mais c'est assez sympa ce mélange. Honnêtement, t'es cool. T'es cool quand tu T'es bien. Franchement, t'es bien. Et après, voilà, par rapport à ce que disaient les auditeurs, je pense que oui, il y a ce côté un petit peu déception de dire que du coup, ça provoque que même les parties qu'ils essayent de rendre dramatiques, comme tu parlais de l'une des seules morts qu'il y a dans le manga. Et encore. En vrai, et encore. Le personnage, il est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Donc, t'es là. Enfin, moi, je n'étais pas spécialement triste. Tu sais, j'ai compris. Genre, ah oui, là, je dois être triste. Mais je n'étais pas triste, par contre, ça fonctionnait pas. Mais en plus, il nous fait une vieille embrouille. En fait, il est peut-être pas mort. Oui, on va peut-être essayer de le sauver. Et j'avoue, là, par contre, c'était un peu dommage parce qu'au final, ça enlève toute la tragédie. Ouais. Faut être plus radical. Mais je pense que c'est peut-être pour ça, toi, moi, j'ai lu sur Isneo. Et clairement, sur Isneo, t'as 4 étoiles sur 5 pour 15 avis à peu près en moyenne. Jusqu'au tome 9. Et à partir du tome 9, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours 15 avis. Ça descend à 2 étoiles. Ouais, ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai pas de chiffres, mais le nombre de lecteurs sur Isneo, il est quand même très faible. Mais ça n'empêche qu'en moyenne, t'avais quand même 15 avis. Effectivement, c'est les mêmes fidèles. Et c'est assez bizarre. En tout cas, cet échantillon-là, qui est certes restreint parce qu'il y en a que 11 à 15, tout d'un coup, au tome 9, ils se sont dit, bam, on s'arrête. Alors que le tome 9, c'est là où commencent les combats. Ouais, mais il y a le même effet sur Sakamoto Days. Tu sais pas pourquoi, les 3 derniers, ils ont des notes dégueulasses. Alors que c'est toujours Sakamoto, ça continue. Mais... Lassitude? Oui, voilà. Ouais, peut-être, évidemment, lassitude. Après, moi, je dois dire que arriver au tome 13, tome 14, enfin la fin du tome 13, c'est vraiment une récompense. Parce que t'es là genre, enfin, le truc que t'attendais depuis le début arrive. Qu'est-ce que t'as vu dedans? Le fait que tu vois enfin Hibino retrouver son ami d'enfance et ça y est, ils vont combattre ensemble, tu vois, comme il s'était promis. Le tome de l'amitié. Voilà. C'est la même chose. Ça m'a fait tu l'as pas vu. C'était complètement aseptisé. Franchement, t'as pas de cœur. Elle l'attendait depuis tout ce temps. Lui, il arrive. Je suis désolé, mais Kaiju me donne un peu envie de ne pas avoir de cœur parce que j'ai pas beaucoup d'émotions pour les persos. J'allais te demander justement. Je sais qu'ils vont à peu près tous survivre. Donc, avançons. Mais après, encore une fois, exécution très bonne. Je pense qu'en vrai, il y en a pas mal qui vont mourir. Ouais, puis il y a le dessin surtout aussi, qui est quand même. Ça envoie. Enfin, c'est très chouette. Enfin, je veux dire.
les proportions, tout ça, le côté gigantisme est vraiment très très bien rendu. En plus, c'est vraiment de la bataille urbaine, c'est des champs de ruines. Moi, je suis pas fan de jeux vidéo, mais j'imagine qu'il y a vraiment des univers comme ça où ça se déroule dans ce genre de décor et que ça te donne envie de participer parce que encore une fois en fait il n'y a pas de drame, c'est juste récréatif. Il y a vraiment alors il y a des millions de morts a priori, enfin des centaines de milliers de morts mais qui sont pas trop traités. Non, c'est pas clair, mais après ils sont bien. Je parlais de narration. Oui, bien sûr, ils sont bien organisés. Il y a des abris. On est dans la survie de l'humanité et c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à s'identifier, c'est que les gros méchants ce n'est pas des humains. C'est des monstres et on essaie de survivre. Et il y a un élément important dans le manga. Le manga s'appelle Kaiju numéro 8. Ouais. Et il y a donc un Kaiju numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un numéro 9. Oui. Ouais. Il y a même un 10, même après, il y a 10, 12. Après, ça part. Ça suit la tomaison. En gros, c'est la loterie. Une magnitude. Mais je suis d'accord sur le côté gigantisme. Par exemple, je trouve qu'il y a un truc qui est vachement bien fait dans Kaiju 8, c'est le rôle du sniper, enfin de la sniper. Je trouve que ça marche vachement bien alors que c'est assez nul ce qu'ils font parce que juste ils grossissent son fusil de plus en plus. À la fin elle est carrément avec un fusil sur un tigre, t'es là oui allons-y. Mais il est trop bien son tigre. Mais dès le départ elle est sur il est trop cool. Et il y a un truc que j'aime, en fait c'est absurde, c'est débile, au bout d'un moment elle est carrément dans une cabine et c'est ça son fusil, tu vois. Mais je trouve que ça marche parce que les moments où elle intervient, les moments où elle tire sur des kaiju, là je sens vraiment le côté gigantisme comme tu disais. Mais c'est assez fou. Et puis même quand on parle enfin pas du stagiaire mais du mec qui en fait était nul et qui a un génie en fait et qui grandit petit à petit et qui va revêtir l'armure du numéro 6, lui il a vraiment un pouvoir où tu te dis au début bof, tu vois, mais c'est le kaiju le plus fort et du coup on sait qu'il va se passer quelque chose et ça m'a fait marrer parce que l'auteur il a dit quelque chose, il m'a fait il met à la fin du tome, il fait la charge physique est aussi lourde pour son utilisateur que pour son dessinateur. Parce qu'en gros il dit c'est tellement chiant à dessiner ce machin. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Avec tous ces trucs, tu fais oui d'accord, effectivement c'est très dur pour lui et pour aussi pour son auteur quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est t'as plein de pouvoirs, t'as plein de trucs différents et t'es content de voir ça. Oui, après, moi j'aime bien rappeler que c'est donc l'auteur de Kuro et Pochi et que c'était quand même vraiment axé sur le gag, plus sur de la comédie et ça reste en fait, c'est plus. Des fois je me dis peut-être l'auteur il se force un peu à faire de plus en plus de choses de surenchère, de combat, alors que peut-être que la base de son talent il le tient vraiment des situations comiques et c'est un peu dommage de perdre ça. Mais après moi ce qui me fait rire c'est comme tu disais, c'est absurde et tu te dis à chaque fois que tu finis un chapitre, est-ce vraiment sérieux de confier l'avenir de l'humanité à ces têtes brûlées, à ces gens-là, parce qu'ils ont tous et toutes un pet au casque, faut le dire. Alors c'est Pochi et Kuro, Pochi et Kuro, et Naoya Matsumoto. N'oublions pas que c'était quand même un assistant sur Psyren et que donc forcément il sait comment aussi très bien finir et là où il faut aller. Mais il fera plus que 20 tomes je pense lui, non? Vous attendez quoi du tome 15 là? En fait c'est ça qui est bien, c'est qu'on ait fait cette émission sur le tome 14 parce que le tome 14 il y a énormément de choses. Il y a le dénouement plus ou moins du combat contre le numéro 9 et en fait on sent que il y a le teasing à la fin des tomes et du coup on a déjà le teasing du tome 15 et là on fait waouh non et là tu sais qu'il va y avoir certainement autre chose. Mais ce qui est bien avec ce tome 14 c'est que déjà on a la révélation de pourquoi le numéro 9 veut s'en prendre à nous et là tu te dis et là tu dis merde, l'auteur il nous retourne le cerveau. Je vais vous spoiler un peu, mais en gros il veut apprendre plus sur nous les humains. Il veut savoir des questions philosophiques de merde, genre qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la justice, pourquoi les gens ont-ils des personnalités différentes sur Internet et dans la réalité. Alors là je cite vraiment le truc qu'il y a. Alors que nous en vrai la vraie chose qu'on veut savoir c'est comment les kaiju ont été créés, ils ont besoin de vivre, de nourriture, de soleil, d'eau, de Skittles. Bref, est-ce qu'ils peuvent se reproduire? Honnêtement, ils retournent le cerveau en disant mais attends, mais nous on s'en fout de que le kaiju il va savoir ça sur nous, on veut savoir ce que eux comment ils sont venus. Et en plus il veut bâtir une société avec les kaiju, mais des kaiju géants une société sur Terre c'est mort. Si, ils auraient des micro-géants, un studio géant pour faire des podcasts géants avec des micro-géants. Mais en gros avec ce tome 14 j'avoue c'est très bien.
très bien. Moi, ce que j'attends de la suite, on va dire, j'aimerais bien j'aimerais bien un retour de Kafka, d'une. Je trouve qu'il a beaucoup disparu sur les derniers tomes. Là, en plus, son retour, il se fait... C'est vraiment les trucs que je déteste dans le manga, c'est que tu le vois 3 pages dans chaque tome, tu vois. Et chaque 3 pages, il a fait 1 mètre. Et t'es là, mais mec, faut aller plus vite, là, par contre. Tu sais que si dans Hunter x Hunter, on voyait Gon 3 pages par chapitre, on serait... ou par oui, on serait ravis, heureux, évidemment. Et alors... En même temps, ça a laissé le temps de développer un autre personnage qui est Oshino, je crois qu'il s'appelle, celui avec les 2 sabres. Ouais, il était trop bien. Et il est quand même très très stylé. Donc en même temps, je suis là, genre, c'est bien, t'as pris le temps de développer un perso et lui, il est bien développé, je trouve. Il a son histoire en plus. Ouais, il a compris qu'il avait son perso Dark Sasuke bien ténébreux et tout. Et donc il a bien misé dessus. Mais du coup, ça serait bien qu'on revienne un peu à Kafka maintenant parce que tout le monde dit qu'il peut battre tout le monde n'importe quand. Ça va être axé sur lui là, de toute façon. Mais voilà, il faut remettre Kafka au centre de l'histoire, même son histoire personnelle à lui aussi, tu vois. Julie, un dernier mot sur Kaiju 8 ? Non, mais moi je suis contente. J'ai juste envie de voir où ça nous mène sans me prendre la tête. Voilà. Les 14 tomes du manga de Naoya Matsumoto sont donc disponibles aux éditions Crunchyroll. Place maintenant à un manga à plus grande tomaison encore. On est déjà à 22 tomes sur To Your Eternity de Yoshitoki Oima. C'est Yoshitoki To Your Eternity, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie, Robin, non ? C'est l'histoire du monde ? Non, c'est l'histoire de... C'est une histoire sur la recherche du bonheur. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est beau, on dirait un message de coach de vie. Une entité est créée, on l'appellera Im plus tard, et puis cette entité, elle affronte des événements dans un univers fantastique. Oh là là, c'est quoi ce pétard ? Donc c'est une histoire à la fin sur la recherche du bonheur. Alors, je ne saurais pas vraiment comment résumer, parce que Spielberg dit toujours une bonne histoire, ça se résume en une phrase. Je ne sais pas si j'y arriverai. Alors, c'est donc une très mauvaise histoire. Alors, si on s'arrête c'est une histoire sur la recherche du bonheur. Toutes les règles, il faut. On est bon avec Spielberg. Oui, ça va ça. Non, moi, ce qui me plaît surtout, c'est que c'est un manga très foisonnant, très généreux. Il se passe beaucoup de choses. On a 20 minutes pour en parler. Je ne sais pas si ça suffira, mais top chrono. Parle vite. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que je trouve que l'autrice arrive vraiment à garder un espèce de fil conducteur de toutes les thématiques qu'elle a mis en place depuis le début. Donc oui, effectivement, ça va être c'est sur l'éternité, c'est dans le titre, l'immortalité, le lien, puisque c'est quand même beaucoup l'histoire d'un personnage ou d'une entité qui va se construire au fur et à mesure de ses rencontres. C'est un truc sur le libre arbitre aussi, ça on en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait. C'est quand même beaucoup sur encore une fois une entité qui se métamorphose selon ses choix aussi, donc du coup les choix dans la vie et tout ça, la métamorphose, la vie quoi, globalement c'est vraiment les thématiques centrales, mais ces thématiques elle les tient tout en réinventant constamment un petit peu l'univers qui va se passer autour. On parle de Im qui est une entité qui se métamorphose, mais le monde autour de lui se métamorphose aussi puisqu'il évolue, on va avancer d'époque en époque, etc. Et voilà, moi je pense que c'est pas un hasard s'il y a un moment donné dans l'histoire elle décide de nous montrer que l'espèce de forme un peu ultime ou de Im, c'est un arbre quoi. C'est une espèce de on a le tronc et on a tous les rhizomes, les racines, tout ça qui sont tous les personnages, tous les univers qui vont être traités dans l'histoire, mais tout ça est quand même va à la fin se rejoindre en un seul tronc qui est la vie quoi. To Your Eternity, donc c'est 22 tomes, c'est composé jusqu'à aujourd'hui en tout cas en 3 arcs, voilà, pour pas trop spoiler ceux qui sont un peu restés avec nous sans connaître précisément ou qui n'ont pas tout lu encore To Your Eternity. Il y a d'abord une première partie de 13 tomes, on en a parlé quasiment intégralement dans un podcast sorti il y a plusieurs mois maintenant, plusieurs années même, t'as raison, déjà pendant 45 minutes, donc on va un petit peu évacuer ces 13 premiers tomes. Ensuite jusqu'au tome 20 il y a une deuxième partie qui est un peu particulière, et puis on arrive ensuite sur la partie actuelle qui est en cours de publication. Depuis, tu parlais de forme parfaite, ou pas forcément parfaite, ultime quoi, forme ultime. Moi je vais parler de forme parfaite puisque la première forme de Im c'est une sphère. Et la sphère, je trouve qu'il y a un côté perfection, tu vois, c'est tellement rond, parfait. C'est la graine qui va... Ouais, t'as raison, c'est ça. Ouais, mais une graine, c'est un petit peu, profilé. C'est comme pas tout à fait. Alors que là, c'est vraiment une sphère parfaite au début. C'est vrai. Puis en plus, quand on sait aujourd'hui comment, qui a fait cette sphère et comment, etc., on arrive donc au tome 13, au début de la seconde partie. Et c'est très lent. Qu'est-ce que c'est lent!
Mais c'est intéressant. Hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est très très lent. On est dans le rôle de l'observateur. On est dans l'observation justement. On a 4 tomes très très calmes et puis ensuite on arrive au tome 18. Et alors là, le rythme il explose, mais d'une traite. Et finalement, j'ai presque l'impression que les tomes, je vais mettre le 13 à part, les tomes 14 à 17, j'ai l'impression qu'on est dans un seul gros tome. Bah, c'est presque de la tranche de vie en vrai. Ce moment, c'est vraiment la vie de Im et ses amis dans le monde d'aujourd'hui et qui doivent s'habituer et essayer de voilà, chacun trouver leur place aussi dans ce nouveau monde qu'ils maîtrisent pas très bien, etc. Mais c'est bizarre parce que tu vois, il y a beaucoup d'aventures dans les 13 premiers. À partir du 20, on retrouve encore beaucoup d'aventures. Et alors là, les 14 à 17, on est vraiment sur... c'est un peu sur la mise en place, je pense, d'un nouveau truc qui est l'évolution des knockers. Parce que ça, pour le coup, dans la première partie, on n'entend pas tellement parler, on sait juste que c'est une menace. Alors que là, dans cette deuxième partie, j'ai quand même un peu l'impression que l'idée, c'est quand même de nous expliquer que eux aussi, ils ont évolué. Et eux aussi, ils ont un but qu'on comprend peut-être un petit peu plus. Ou en tout cas, tu sais, même, ils peuvent avoir plusieurs buts. Enfin, on ne sait pas s'ils sont même tous d'accord les uns avec les autres. Mais ils ont l'air d'avoir une conscience, en tout cas. Ils commencent à avoir une conscience et on a plus d'empathie, j'en sais rien, mais en tout cas on les comprend un peu mieux, quoi. Et ça décontenance un peu, toi. Enfin, je sais pas comment tu l'as trouvé, la conclusion de cet arc avec Mitsuha et les knockers. Finalement, je sais pas quoi en penser. C'est l'avenir de Yuki qui prend du sens et ainsi de suite. Au début, j'étais un peu perturbé, c'est un grand mot, mais puis finalement je trouve que ça retombait bien sur ses pattes, mais j'ai l'impression qu'on était vraiment sur un passage de relais, plus qu'une partie 2. C'est un peu exactement ce que je me suis dit, parce que moi en lisant, en fait, j'avais le sentiment que je lisais une espèce de transition. En fait, je sentais en lisant cette deuxième partie que ce qu'elle voulait, c'était nous amener dans le futur. Et elle avait besoin de cette partie un peu contemporaine, beaucoup plus sur du temps très court, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une partie qui se déroule sur un laps de temps beaucoup plus court que la première partie qui est quand même sur je sais plus combien de... Et on sait même pas d'ailleurs. À partir du moment où on arrive à l'ère moderne, c'est une époque en paix aussi. Contrairement c'est une époque supposément en paix. Mais de 4 à 60 ans, quoi. Voilà, mais je sentais que ce qu'elle voulait nous amener, c'était dans le futur, quoi. Et du coup, ça m'a fait marrer de me dire, en fait... Au début, je me suis dit, est-ce que vraiment elle va le faire ? Et puis en fait, finalement, oui. Et moi, ça m'a vraiment... Enfin, je trouve que là, pour le coup, c'est une espèce d'attente que j'avais qui était... Pourtant, s'il y a bien un manga dont on peut pas avoir d'attente parce qu'on sait pas trop... Voilà. Mais là, tu vois, j'en avais une, c'était de me dire, j'aimerais bien quand même qu'elle nous montre le futur maintenant, tu vois. Et elle le fait, et je trouve que... on en parlera un peu plus tard, mais le futur qu'elle nous présente, il est vraiment très intéressant parce qu'il a toutes ces touches un peu de fantasy, entre guillemets, qu'il y avait déjà... Et futur qui est composé de flashbacks en lui-même aussi. Oui. Et elle, finalement, elle recompose, entre reprendre les personnages de la première partie qui ont eux-mêmes une histoire, eux-mêmes une espèce d'aspect historique, tu vois, de bagage de l'histoire de cette humanité-là. Ça fait un truc très décomposé, quoi. C'est un truc qui est assez qui est très original aussi, c'est la chronologie, quoi. En vrai, c'est un manga, moi j'ai jamais lu un manga avec une telle chronologie. Tu parlais des personnages, on pourrait même dire avec de telles chronologies au pluriel, parce que vraiment on suit une vraie galerie de personnages très nombreuses, mais en même temps aussi des époques qui se suivent, une vraie flèche du temps, quoi, qui avance. Et moi, c'est ça, tu vois, tu parlais d'arc narratif, pour moi, c'est même pas des arcs narratifs, là, on est sur des époques. C'est-à-dire que c'est vraiment un manga d'époque narrative, quoi. Billy Bat. Oui, un peu, mais Billy Bat, c'est un peu différent parce qu'il les entremêle les unes avec les autres. Oui, mais il y a vraiment un travail énorme, je trouve, moi, sur... comment dire ? Là, tu le ressens. Que c'est très imaginé, rien n'est laissé au hasard et il y a vraiment des marqueurs qui reviennent avec le temps. Si tu relis ou que tu te replonges dans les tomes après avoir fait une première ou une deuxième lecture, après tu te retrouves, tu vois des détails. Justement, j'ai prévu d'en parler, tu vas voir. Mais avant de revenir là-dessus, effectivement, c'est un manga unique en son genre et j'ai fait une comparaison en lisant. Alors c'est peut-être les knockers qui m'ont poussé à cette comparaison, en me disant que c'est une œuvre qui peut rester dans le temps, qui peut influencer beaucoup de mangaka dans le futur, comme que ce soit quelque chose de marquant. Et je vois beaucoup de mangaka qui citent, à chaque fois qu'on leur demande des refs, qui citent Iwaki et Parasite. Oui, c'est vrai. Oui. Et là, bizarrement, j'ai du mal à ne pas y penser. Le bras gauche, c'est le bras gauche. Ouais, mais carrément. Carrément. Mais, et puis la violence aussi.
qui est quand même assez inhérente. Qui est un manga qui est hyper lumineux et en même temps hyper violent aussi. Et puis elle a eu cette intelligence parce que toutes les époques passées par lesquelles commence le manga, c'est des époques imaginaires. On les connaît pas et finalement on est renvoyé à notre époque moderne là maintenant qu'on connaît, et je trouve qu'il y a un côté vraiment où elle se loue un peu de tous les codes, et enfin jamais j'aurais pu me douter qu'on allait arriver à l'époque moderne en partant de ce manga là, tu vois, et ça lui laisse vraiment les vannes ouvertes, même si c'est, comme je disais, c'est une époque un peu quand même teintée de fantasy, quoi, c'est-à-dire que t'es quand même pas dans le monde réel, les provinces dont il parle elles n'existent pas, t'es quand même dans un monde où on voit des photos de trucs il y avait 500 ans, donc bon, ça déjà ça n'existe pas, tu vois, il y a plein de petits trucs de détails, c'est des IA qui sont quand même pas tout à fait réalistes. Mais après, moi, ce qui je pense rend ce manga unique, et je pense que c'est un truc, souvent les œuvres qui restent un peu dans le temps ont ce truc, c'est que souvent c'est des œuvres qui parlent un petit peu du rôle de créateur, tu vois. Et je pense que c'est ça qui influence aussi les autres mangaka, c'est comment tu mets en abîme le rôle d'un créateur. Alors on a beaucoup parlé de l'Atelier des sorciers dans cette émission, qui est un manga génial et qui parle beaucoup de ça aussi. Qu'est-ce que c'est créer? Mais là je trouve que c'est vraiment, enfin là c'est même je trouve tu pouvais pas forcément t'en rendre compte à ce point en lisant que la première partie, mais depuis que ça a avancé, je trouve que c'est prégnant, quoi. Il y a vraiment ce truc il y a il est au milieu de tous ses copains qu'il a rencontrés mais qu'il a recréé derrière, et qui sont sa bande qui vit autour de lui. Et tu sais, en plus il dit souvent que lui il a presque pas de but, en fait. Son but c'est que chaque personnage vive ses rêves, et je pense qu'au fond d'un créateur, d'un mangaka, c'est un peu ça aussi qu'il a en tête. C'est quand on parle souvent des mangaka ou des auteurs qui disent que les personnages leur échappent. Je pense que ça c'est un vrai rêve de créateur, de se dire il y a un moment donné mes personnages ils vont vivre leur life et c'est pas moi qui va décider ce qu'ils vont faire, c'est moi ce que je veux, c'est qu'ils vivent la vie, le rêve qu'ils veulent, tu vois, même si je les ai créés, tu vois. Tu penses que Aima elle se retrouve un peu dans Im? Bah moi je pense que... Non, mais dans ce côté création justement. Mais moi j'en suis persuadé, et je pense que c'est, ou alors dans L'homme à la capuche ou peut-être L'homme en noir, parce qu'il l'observe, mais l'un, enfin bon, après l'un et l'autre se ressemblent quand même d'une certaine manière, mais je trouve que Im c'est un personnage un peu à part aussi à ce niveau là. C'est que elle a quand même fait de ce personnage un personnage tout puissant, c'est-à-dire que c'est quand même un dieu, quoi. Enfin, c'est vraiment un personnage qui a littéralement les capacités d'un dieu, mais en même temps sa toute puissance fait aussi sa vulnérabilité. C'est souvent un personnage qui est dépassé par son rôle et par justement il y a des moments où il a l'impression qu'il a fait des mauvais choix, il a ressuscité des persos alors qu'il y a d'autres qui disent mais non, tu devais pas le faire à ce moment-là et tout, et il y a un moment, je trouve, ça c'est vraiment un des trucs de cette deuxième partie qui est très important, c'est justement quand l'homme en noir va un peu révéler qui il est, etc. Il va dire à Im, en gros maintenant t'as le choix, quoi. Soit tu deviens comme moi et ça y est, tu prends le job, you take the job, ou pas. Et donc Im il y réfléchit et tout. Et il y a vraiment une scène, je trouve, que moi j'ai trouvé, c'est une des plus touchantes du manga, je trouve. C'est le moment où en fait il en parle à ses potes et il y a Gougou qui arrive. Bon, Gougou first évidemment, et vraiment il prend Gougou dans ses bras et il lui dit mais Gougou, sauve-moi, quoi, je sais pas quoi faire, quoi. Et vraiment c'est tellement touchant de se dire comment un personnage aussi puissant il peut être aussi fragile aussi, tu vois, d'une certaine manière, quand il doit décider ce qu'il doit faire de sa puissance. Mais c'est une des relations les plus réussies entre celle de Im et Gogo, et ça me fait penser aussi à la scène de la tortue. Elle est tellement étrange. J'ai encore du mal à savoir comment je dois la comprendre. Du moment où il se transforme en tortue jusqu'aux œufs où Im se met à pondre des œufs. Il me tortue. Là, il crée littéralement la vie. Oui, mais c'est ça. Je pense que là, c'est le moment qui le marque. Jusqu'à la naissance des tortues. Je savais pas comment comprendre cette scène. Je pense que c'est un moment qui le marque parce que jusqu'ici, la vie qu'il a créée, entre guillemets, c'est des copies de gens qu'il a connus, tu vois. En gros, il crée pas la vie. Il fait une copie d'une personne qu'il a rencontrée. Alors que là, quand il est une maman tortue, il pond des œufs. Donc c'est vraiment sa création, quoi. C'est-à-dire, il crée la vie vraiment fait des tortues au sens premier, quoi. Non, mais elle est étrange cette scène, mais bon, voilà, on a l'origine des tortues, de ces mini tortues, et on a l'origine de l'homme en noir aussi. Du coup, c'est ce que je disais au moment où il lui donne le job, et moi ça, tu vois, c'est un truc qui est, évidemment c'était un truc qui nous travaillait quand même depuis le début du manga. Qui c'est ce mec, quel est son but, d'où il vient, etc. On avait eu des indices, et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai réécouté l'émission qu'on avait fait sur To Your Eternity et les théories qu'on avait.
Bon, il y en a certaines dont on peut toujours pas vérifier, genre est-ce que en fait c'est un mec qui vit dans une simulation qui a créé des trucs, bon ça pour l'instant on n'en sait rien, mais il y avait quand même voilà des théories qu'on avait qui il me semble ont été validées, qui étaient effectivement qu'il cherchait un mec pour le remplacer. Ça c'était pas forcément dit directement au début de la partie 1, et là il le dit littéralement, il dit voilà j'en ai marre, c'est à toi de prendre le job. Et j'ai trouvé que vraiment la raison pour laquelle il dit en fait le but qu'il a maintenant, une fois qu'il a décidé qu'en fait il voulait plus être Dieu quoi, c'est qu'il veut devenir le petit garçon dont il a pris l'apparence, tu vois, l'homme en noir, il est devenu un petit gamin qui s'appelle Satoru je crois, et en gros il dit en fait voilà, moi j'en ai marre, ce que je veux maintenant c'est de devenir un petit garçon. C'est peut-être ça le pitch de l'émission, le pitch du manga To Your Eternity, l'histoire d'un aspirant Dieu. Peut-être, mais au final il lui propose et il refuse, tu vois, donc en fait il veut pas être Dieu, il a les capacités d'un Dieu, mais au final c'est pas ça qu'il veut faire. La question, cette réponse est compliquée, de toute façon le manga est compliqué, c'est un manga qui offre une complexité narrative qui est assez rare, avec toutes les formes de hymnes, ça déjà ça oblige à travailler sa lecture en tant que lecteur. Tu peux pas juste tourner les pages, tu es obligé de réfléchir, de faire attention. Si tu veux suivre où est hymne, il faut t'accrocher. Alors globalement, il a une apparence préférée quand même qu'il utilise plus souvent, mais c'est vrai qu'en plus ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que là maintenant on est arrivé à un moment dans l'histoire où il y a non seulement Im qui peut prendre l'apparence des gens qu'il a connus, mais il peut aussi créer vraiment littéralement les gens autour. Donc en fait, il est plus tout seul, il est vraiment multiple au sens il y a lui et il y a aussi tous ses copains autour de lui quoi. Et il y a même au bout d'un moment tellement de persos et de nouveaux arrivants que même il y a des moments j'oublie qui est qui, tu vois, genre il y a des noms qui apparaissent, ah oui alors lui c'est qui, et même tu sais il y a un perso que j'aime bien, c'est Messal, et quand je l'ai retrouvé je dis mais il vient d'où déjà lui, je sais plus, il est cool, mais après c'est vrai que c'est au moment de la fin de la partie 1 à Renly, il y a beaucoup de nouveaux persos qui arrivent, et c'est vrai que dans la partie 2 il y en a quelques nouveaux, mais c'est vrai que c'est surtout à ce moment là il y a le temps surtout qui passe et qui fait qu'on peut en oublier certains ou pas. C'est qu'on préfère qui, moi bon à part évidemment on préfère Gogo. March, Tonali, le cheval. J'adore le cheval. Il est trop bien le cheval. Maintenant il a un nom, mais l'ours il est cool aussi. Ouais, j'allais dire le loup. Mais le loup il a un peu une tête de con, tu sais, il a les dents qui dépassent comme un sanglier. J'ai encore l'image, c'est du moment où il fait merci. Ah oui, en loup. On lui parle franchement. Mais c'est March qui lui a appris à dire merci. Toutes les incarnations d'animaux, je trouve dedans, elles sont bizarrement humaines. Enfin, ça marche vraiment très bien. La taupe. Ah oui, la taupe. Ah oui, la taupe. Mais la tortue maintenant du coup. Et le petit Yuki quand même, j'aime bien ce personnage. Moi j'aime beaucoup Yuki. Alors, je me dis que pour des auditeurs qui n'ont jamais écouté le podcast et qui débarquent à ce moment-là, ça va être compliqué pour eux. Yuki c'est pas un petit chien, Ah oui, le petit Yuki c'est un garçon, effectivement. Mais ça montre à quel point ce manga est profond, et encore je dis profond alors qu'on sait pas encore quelle va être la conclusion, mais pour moi c'est vraiment je trouve que il est à part, c'est vraiment un titre à part. Mais je pense que maintenant c'est trop tard, la conclusion sera bonne quelle qu'elle soit à ce moment-là, parce que par exemple pour conclure la partie 2, cette double ellipse, je trouve ça super intéressant narrativement parlant. 3 ans, puis 60 ans, il y a une espèce de prise de température dans le même temps, dans une sorte de même époque, où on suit des personnages et ainsi de suite. Et d'ailleurs même, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où elle prévoit des choses vraiment en avance. Dans la partie 1, le peuple de la Terre qui communique que par les pots de terre. Oui, ça c'était fou. Du coup, tu te dis, l'idée est trop bonne, mais tu t'arrêtes là. Tu te dis pas que cette idée va être utile pour conclure la partie 2, et là tu te dis waouh, headshot quoi, bravo. Et puis les 60 ans ça avait été foreshadowé quand Yuki il dit bah moi de toute façon je suis un garçon normal de mon vivant, donc en gros il me reste une soixantaine d'années à vivre quoi, et là boum t'as l'ellipse 60 ans, et bah Yuki est mort, ça y est. Et bah voilà. Ah putain, ça y est, on y est. Et puis il nous reste que 2 minutes pour To Your Eternity, et maintenant le futur quoi, tome 20. Tome 20, le futur, moi ça m'a rappelé un peu Murdoch Scramble sur ses designs et tout, son premier manga. Et j'aime vraiment bien moi ce qu'elle fait de l'immortalité et de l'éternité dans ce futur quoi. Il y a un truc vraiment, le concept. En fait il y a un concept et tout. Voilà, alors ça c'est mortel, mais après il y a des trucs déjà vus, le côté on note les personnes et tout, et selon ton nombre d'étoiles t'es plus ou moins important dans la société. Mais là il y a vraiment ce rapport à en fait t'es un immortel ou t'es un raté quoi, t'es un vivant, et en fait
bah forcément ça se retourne à un moment donné, ils vont dans le village des gens qui sont pas immortels, mais en fait ils ont l'air vachement heureux ces gens-là et tout. Alors est-ce qu'il faut être immortel ou pas, est-ce qu'il faut avoir des bonnes notes et tout, enfin c'est vraiment c'est malin parce que c'est reprendre un cliché du récit de futur qu'on a déjà lu dans des trucs de SF, mais en le réintégrant, comme je disais en intro, sur les thématiques de son récit avec un retour au mouvement, à l'aventure qu'on n'avait pas dans la partie 2 où on est dans une ville de manière figée, fixe. Alors que là, on a du mouvement, on a des personnages qui luttent. Ouais, il y a plus d'aventure. En plus, les persos, y a plus d'action. C'est ça, les persos sont devenus des rebelles dans le futur. Donc, il y a aussi ce truc, qui est aussi qui va amener forcément des scènes d'action. Il y a, en fait, en vrai, je disais, c'est un futur de fantasy. C'est-à-dire que là, c'est bon. L'époque moderne, c'était un peu plan-plan parce que tu peux pas mettre des dragons, des chevaliers, des catapultes et tout. Bah si, regarde Kyle White. Voilà. mais dans la manière dont Oima elle travaille, c'est pas possible. Donc du coup, par contre, quand t'arrives dans le futur, là c'est bon, tu peux mettre des mecs augmentés qui ont des armes, qui peuvent sauter de building en building. Moi je suis désolée, mais ça m'a fait penser aussi à l'émission de la semaine dernière parce qu'il est beaucoup question de décharge et de déchets et je me suis dit encore une fois, il y a une continuité dans son travail de ce qu'elle a lu et de ce que nous aussi on a lu quoi. Donc qui est très intéressante à suivre. Avec le rôle de la poupée, super intéressant. Moi, je pars du principe que dans quelques tomes, elle va croiser Gali. Il y a déjà une poupée, donc c'est un peu Gali. Mais moi, en tout cas, pour conclure un peu, avec le peu de temps qui nous reste, moi, je dirais que ce qui me plaît quand même et ce qui me tient, et en plus là, je me suis fait un run pour me mettre à jour où j'en ai pris plein les mirettes et plein le cerveau, c'est que c'est vraiment un manga généreux dans tous les sens du terme. Il y a une galerie de persos incroyable. Il y a une foule d'événements qui se passent, t'es vraiment baladé scénaristiquement, t'es baladé émotionnellement aussi parce que il y a toujours des personnages qui vont mourir, mais est-ce que c'est grave, est-ce que ça l'est pas, et est-ce que quel rôle leur mort va avoir sur le reste du récit et sur aussi ce dont veut parler l'autrice. Et vraiment en plus scénaristiquement, comme je disais, bien malin celui qui sait où on va. Honnêtement je ne sais pas, mais c'est fait avec une telle fluidité de mise en scène et un dessin, franchement on n'en a pas vraiment parlé là pendant cette partie, mais le dessin c'est vraiment la grande classe quoi. Il y a aucune faute de goût, tout est élégant et en plus tout est incarné, je trouve. Les personnages ont des designs alors pas tous mémorables parce qu'à un moment donné il y a tellement de persos qu'il y en a que tu peux confondre un peu, mais je trouve que globalement chaque époque, chaque imaginaire visuel qu'elle va convoquer est fait avec soin et vraiment, moi je trouve que c'est aussi un régal pour les yeux. Moi c'est quand même un truc qui aussi me tient en général quand je lis neuf, c'est que j'ai quand même envie d'avoir un plaisir visuel quand je lis du manga, et là je trouve que il y a pas vraiment de temps mort non plus à ce niveau-là. Maintenant on veut la suite. To Your Eternity de Yoshitoki Oima, 22 tomes disponibles aux éditions Pika. On reste dans le futur ou pas avec Kowloon Generic Romance. On est dans le labyrinthe de la citadelle de Kowloon. Passé, présent, futur, tout se confond un petit peu, et surtout il y a cette question: qui est Reiko Kujirai? Qui est l'héroïne de ce manga? Johnny, est-ce que tu as la réponse par exemple à cette question? Ah là, mais tu me prends de court parce que effectivement, de toute façon, on n'a pas la réponse. Non. Et je suis pas sûr qu'on l'ait. Enfin, si, en fait, je me suis rendu compte très tard. Et vous, j'espère que je vais vous le faire découvrir. Allez, spoil direct. Chaque début de tome, c'est la Kujirai originale. C'est pas la deuxième. Et je m'en suis rendu compte au tome 6 seulement. Parce qu'à chaque fois, je me disais, mais donc on est en timeline différente. Et en fait, non, mais en fait, c'est pas qu'on est en timeline différente. C'est à chaque fois, on parle de la Kujirai d'avant. Sur le premier chapitre, c'est les 20 premières pages, et ben c'est toujours l'autre. Et j'ai fait, ah ouais, c'était ça. Et en plus, c'est un fake parce que il y a un moment, le mec pharmaceutique, je retiens jamais son nom, Ebinuna ou je sais plus comment. Ebinuma. Et il dit que comme elle a un grain de beauté, c'est pas un clone. Ah. Et du coup, en fait, on est déjà perdu rien que sur ce truc-là, de dire la meuf, en fait, c'est un clone, mais qui est pas un clone. Du coup, ça se trouve, c'est la vraie double. et elle a oublié. Bref, je vous dirai après ma théorie sur la fin de Clone. Mais du coup, on ne sait pas de toute façon qui est Kujirai. Oui. Et puis surtout, tu sais pas où tu te situes quand tu lis le manga. T'es dans la découverte à chaque tome. En fait, tu sais, t'es en train de, tu mets comme quand tu marches dans le noir, tu sais, tu mets la main devant pour savoir où t'avances, non?
Ouais, après c'est assez acrobatique de suivre les pérégrinations des personnages, puisqu'en plus après donc tu découvres qu'ils ont des clones ou des doubles, voilà, il y a des appellations un peu différentes. En plus, comment dire, leur motivation. Oui, en plus, il y a du vocabulaire spécifique, mais il y a aussi tout un travail sur leur motivation, sur leur mémoire, sur leur flashback, et donc oui, c'est comme To Your Eternity, tu travailles ta lecture. Tu dois vraiment être attentif à ce que tu as, ce qui se dit, pour être sûr de bien suivre l'histoire et d'être de la bonne timeline, comme tu disais. Mais surtout qu'en fait, jusqu'au tome 3, tu dis, bon, bah vas-y, je lis et puis on verra. Mais à partir du tome 4, en fait, on ne sait plus que le croire. Parce qu'au début, tu fais, bon, machin est un clone. Mais en fait, non. Et puis lui aussi, c'en est un. Mais c'est pas sûr. Donc en fait, tout est possible. Et au bout d'un moment, tu dis, bah, l'autrice, elle nous perd délibérément, quoi. Elle veut juste nous embrouiller. Et du coup, je sais pas si j'aime ça, avoir. En fait, je veux la vérité. Et du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas. Je vais à gauche, je vais à droite. Comme disait Max, c'est pas tant qu'il n'y a pas de lumière, mais c'est que clairement, on est dans un labyrinthe. Parce que Kowloon est dépeinte comme un labyrinthe. Et tu erres. Et tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu cherches aussi, et tu es obligé de t'enfoncer dans les ruelles, dans les différentes tours, les différents immeubles, pour espérer avoir un peu plus d'indices à chaque lecture, quoi. Mais sinon, après, je trouve que ce sentiment d'être un peu perdu dans un lieu très vivant, très étrange, n'est pas désagréable en soi. Ce qui devient petit à petit, c'est que tu te rends compte que passé un premier émerveillement, il y a des choses qui sont pas les mêmes. Enfin, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés, il y a beaucoup de choses qui sont étranges, que les personnages ont des réflexes un peu bizarres. Donc petit à petit, comme tu dis, il y a le doute qui s'installe et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en même temps, toute l'histoire de la romance entre les deux personnages prend de l'ampleur, prend corps, et toi, tu dois suivre les deux en même temps, et tu te dis, waouh, ça devient de plus en plus dark, oh mon Dieu, en même temps, ils sont de plus en plus proches, et on ne sait pas trop sur quel pied danser finalement au niveau de l'ambiance. Et puis surtout, ça devient une romance à 4. T'as compté 4 ? C'est pas qu'ils sont 4 à s'aimer, mais c'est que t'as 2 couples. Tu suis plus ou moins 2 couples au final. Et Kujirai et son mec, j'ai oublié son nom. C'est Kudo, c'est la jumelle. Et l'autre pharmaceutique avec Gwen. Mais non, mais c'est assez sympa. Pour moi, c'est une histoire d'amour. Clairement, c'est axé sur l'amour, sur générique. Effectivement, c'est même une histoire générique. Merci. D'ailleurs, rien à voir, mais t'as parlé d'air et ça m'a rappelé un truc que je voulais dire, c'est qu'ils arrêtent pas de fumer en fait dans le manga. Et ça, c'est un truc qui me saoule parce que moi, j'ai arrêté. Enfin, j'ai essayé en tout cas. C'est peut-être pas le bon titre pour t'aider. Comme mon collègue Gary qui a arrêté depuis 3 ans puis il fume tous les week-ends dès qu'il boit l'alcool. Mais du coup, c'est trop relou. T'as la balance. Quelle grosse Sa femme écoute l'émission. T'as l'impression que c'est Peaky Blinders en manga, quoi. Sans les casquettes cool. Franchement, tu fumes tout le temps. Bref, rien à voir. Cool, en tout cas, fin de tome 5, on a cette double page qui nous donne un gros indice, ou en tout cas une piste sur laquelle on peut se diriger, où on voit Kowloon en ruine. Et du coup, tu fais d'accord. Ce manga est-il réaliste? Donc on se fout de notre gueule depuis le départ. On se fait balader. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Mais moi, en vrai, je m'y attendais un peu à un truc comme ça. Mais je sais toujours pas quand même ce que ça va être. Toi. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, je trouve que moi, l'ambiance devient de plus en plus oppressante. Finalement, plus tu découvres des choses et plus tu es dans le doute et plus tu es perdu parce que en plus les discours sont contradictoires, il y a des gens qui veulent certaines choses, d'autres qui les veulent absolument pas, donc c'est un peu compliqué, et en plus on sent vraiment le côté poisseux de la nostalgie, du passé, des regrets en fait des personnages qui sont complètement imprégnés de choses qu'ils n'ont pas pu faire ou qu'ils auraient aimé faire et qui ne peuvent pas avancer finalement dans leur histoire, et je trouve que parfois je me dis oulala, santé mentale de l'autrice, est-ce que tout va bien, quoi? Jun Mayuzuki, si tu nous écoutes, est-ce que tu vas bien? Merci Jun. Bah oui, parce que c'est assez dur de se concentrer sur des histoires comme ça où les personnages errent beaucoup et doutent beaucoup. C'est clair qu'on n'est pas dans... Au début, moi je pensais que c'était une tranche de vie chill, générique romance, et c'est pas du tout ça. En fait, on est dans un truc où il faut réfléchir.
Et non mais c'est pas. En fait déjà pour comprendre que c'était pas la même Kujirai à chaque début de tome, du coup j'ai dû m'investir dans ce manga. Mais et j'ai eu l'impression qu'on était un peu sur 2 timelines, genre Westworld. Est-ce qu'on va pas nous la mettre à l'envers à ce moment-là, genre nouveau chapitre, il y a une nouvelle timeline, mais à chaque fois. Moi j'ai pensé ça pendant longtemps. Ouais, mais au final, à mon avis, ma théorie, c'est pas ça. Mais en tout cas, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu es perdu toi aussi. Tu es perdu dans le colonne. Non, si, voilà. Le gros choc que j'ai eu, c'était, gros spoil, attention, c'est quand Kudo il a dit qu'il l'avait tué, bon, j'y croyais pas, c'est une phrase de merde. Ça, non, c'est une façon de dire certaines choses. Par contre, quand ils m'ont dit, en fait, elle s'est suicidée, je fais ah. Et là, j'avoue, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi elle s'est suicidée. Et tu sens, en fait, avec cette phrase-là, ton regard est différent sur la Kujirai B, parce qu'on va dire que l'original, elle s'appelle Kujirai B. Et tu te dis, merde, il s'est passé un truc où tu dis, en fait, elle était juste déprimée ou quoi. Est-ce que c'est un tome sur la déprime de roman ? Enfin, je sais pas. Non, et à cause de cette phrase-là, moi, je me dis, merde, j'ai plus envie de le lire. Non, puis... Est-ce que tout le parallèle avec le vrai Kowloon de la réalité a pas un impact aussi sur votre lecture ? Enfin, est-ce que déjà ça vous a donné envie d'aller découvrir non, mais moi, ce qu'a été Kowloon ? Je la fin. Non, mais même ce qui a été Kowloon dans la réalité, en fait, cette citadelle. Oui, parce qu'il y a quand même un truc où c'est une citadelle qui a été littéralement détruite, et c'est un des trucs qu'on ressent bien dans le manga, c'est cette espèce d'urgence. Le temps remonte, il y a les autres timelines, mais il y a cette espèce d'urgence entre le passé pour éviter un futur apocalyptique qui va arriver. Et après, t'as raison, hein, l'atmosphère est moite. Ça fume des clopes, ça transpire, c'est bizarre. Et moi, je rapproche ça d'un titre un peu à la Truman Show, tu vois, où le héros, l'héroïne va partir en quête de ses origines, de sa véritable histoire. Et forcément, quand t'as essayé d'oublier une histoire, c'est qu'elle est pas forcément très positive, mais du coup, ça donne un ton très particulier à ce manga, je trouve. Oui, et puis le dessin est impeccable. Il y a énormément de trouvailles, de mise en scène pour justement illustrer ce passage à la fois du temps, mais aussi la façon dont toi, lecteur, tu es baladé d'un présent vers un présent alternatif, ou peut-être un passé. Enfin, on ne sait pas encore trop vraiment. Il y a une espèce de jeu sur les lunettes qui lui permettent de voir des scènes de la vie originale. Ça, c'est vraiment la grosse révélation de la fin de tome, où tout d'un coup elle met ses lunettes et elle voit un autre truc. Mais on s'est arrêté là parce qu'il n'y a pas d'autre tome. Et j'ai fait waouh. Et voilà, on est reparti dans la hype de Kowloon. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais et puis il y a pareil, il y a tout le travail sur la nostalgie, comment ça se manifeste à travers la nourriture, et c'est là où tu te dis il y a un peu de perversité finalement dans ce titre, dans cet univers, parce que on fait miroiter un passé qui a été heureux pour certaines personnes, qui n'était peut-être pas pour d'autres. Et qui, par la magie alors ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dans les composés de la nourriture qu'ils ingèrent, mais du coup leur font oublier des trucs, c'est l'été perpétuel, il y a vraiment une espèce de manipulation qui finalement te pousse à réfléchir, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Donc après, je veux dire, c'est vraiment un titre du coup, au fur et à mesure, là, il y a 9 tomes qui sont parus. Et c'est vrai que tu dis, je le conseillerais pas forcément à des gens qui sont pas très bien, qui ont besoin d'un titre un peu plus lumineux, finalement. Qui cherchent une romance un peu joyeuse. Voilà, exactement. Déjà, la romance, je pense qu'on te mitonne un peu. Les génériques, alors qu'est-ce que ça veut dire, tome 1, ça va. Mais, et du coup, oui, il y a aussi énormément de personnages qui sont confrontés à des histoires... où tu sais pas trop finalement, parce que chacun a sa version de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé. Et il y a aussi tout ce jeu sur la femme fatale, la femme mystérieuse qui ne dévoile que très peu de choses sur son passé. Et c'est par petites touches, à chaque fois tu récupères un tout petit morceau du puzzle et tu essayes de te trouver l'emplacement qui va te donner la big picture là, pour comprendre ce qui s'est passé. Et moi je suis désolée, mais je peux pas m'empêcher de la trouver antipathique par moment, parce que tu te dis... Alors laquelle ? La A ou la B ? L'original. Ouais, l'original, la B, parce que tu te dis, il y a aussi tous les ingrédients d'un humour... d'un humour. Non, il y a malheureusement pas beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup d'amour, et qui est un amour toxique. Il y a vraiment un refus de voir certaines réalités, certains changements chez les personnes, et du coup chacun se retrouve à emprisonner
la personne qu'ils aiment dans une image, dans un miroir, pour préserver à tout prix des sentiments, des moments. Et là, tu te dis, toi, tu trouvais qu'il y avait deux couples, effectivement, mais moi, je dirais même, il y a une espèce de triangle amoureux faussé, parce que tu as Kujirai A, Kujirai B, et puis le Kudo au milieu, là, et on sait pas trop, finalement, qui mène la danse, qui mène l'autre. De toute façon, Kudo, lui, est dans la merde, parce que sa meuf, elle s'est suicidée. Après, il y en a une autre qui est revenue, mais qui a la même apparence, mais qui est en fait différente. Du coup, déjà, lui, il est pas bien parce qu'il dit est-ce que je suis amoureux de son physique ou d'une autre personne qui existe depuis, du coup est-ce que je suis amoureux d'une nouvelle personne. En plus le Kujirai A, elle le sait, donc elle fait merde, est-ce qu'il est amoureux de moi ou est-ce qu'il est amoureux de l'ancienne, est-ce que moi je suis une personne différente. En fait il y a tellement de questions où tu te dis waouh, trop de réflexion. Oui, mais moi, après... Bon, je n'aurais pas dit trop. Mais oui. C'est aussi intéressant parce que ça montre aussi que, je pense, maintenant, notamment avec tout ce qui est les réseaux sociaux, les identités que tu te crées en ligne sur des profils de différents sites, pas forcément pour les trucs de dating, mais je pense que les gens, finalement, sont multiples. Et du coup, des fois, tu les rencontres et tu dis « Ah, c'est pas tout à fait pareil que ce que j'avais vu au départ. » Et je pense qu'il y a finalement une réflexion là-dessus sur à la fois l'apparence, à la fois qu'est-ce que tu donnes à voir et comment finalement, des fois, tu t'empêtres toi-même dans les avatars que tu te crées, quoi. Et comment vous voyez la suite de ce manga ? En fait, j'avais une idée toute conçue, sauf que j'avais oublié cette histoire de lunettes. Et ça casse, ça casse ta théorie. Idée, en fait. Ma théorie, moi, c'était qu'en gros, le Kunlun actuel, là, parce que c'est très rare qu'on ait des indicatifs de temps, on l'a une fois au tome 7 où en gros Kunlun a été détruit il y a 3 ans par rapport à l'époque de Kujirai B. Là. Et du coup, pour moi, ce Kunlun-là de la réalité actuelle, qui est déjà détruit mais qui est une sorte de fantôme, il n'existe que parce que les gens s'en souviennent. Donc il y a des gens à Hong Kong qui se souviennent de Kunlun. Et du coup, c'est pour ça qu'on a certaines parties qui sont coupées, parce que les gens s'en souviennent pas. Et donc pour moi, les personnages qui sont dans Kunlun, les gens qui sont dans Kunlun, ou même juste les quartiers, ça existe que parce que des gens ailleurs ont une réminiscence de ça, quoi. Oui. Donc la question c'était qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver ou comment tu vois les effets du temps sur tout ça Comment elle arrive à le représenter aussi. En fait, on aura une grosse réponse quand on saura pourquoi elle s'est suicidée, quoi. Ouais, bien sûr. Après, moi, je sais pas trop. Je suis assez contente de voir quel genre de réponse elle apporte. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que chaque personnage se définit par ses actes, par ses motivations, et que finalement, rien n'est écrit. Contrairement à ce que certains aimeraient, quoi. Et moi, je voulais faire juste une petite référence à Kunlun, justement. Il y a un film que j'ai vu qui s'appelle City of Darkness et qui, je pense, pourrait convenir à Joe vu le scénario. J'ai cru que t'allais parler de Crime Story, moi. Non. City of Darkness qui se passe justement à Kunlun et qui est sur les derniers instants de Kunlun. Je n'ai jamais vu un film aussi shonen que ça. C'est un shonen en live, mais shonen au point que c'est absurde. Par contre, tu vois vachement bien Kunlun parce qu'ils ont vraiment essayé de reconstituer beaucoup de trucs et du coup, c'est un film qui est pas très bon parce qu'il est trop manga, il est trop shonen. Mais par contre, visuellement, je pense que ça va te plaire. Et après, c'est la bagarre. En tout cas, moi, là, avec du recul, le Kujirai A, Kujirai B, ça me fait énormément penser à Severance parce que du coup, c'est la même personne qui a deux personnalités différentes. Severance, série télé dont la 2e saison est disponible sur Apple TV. Et la première aussi. Et la première aussi, bien évidemment. Non, il n'y a que la 2. La grosse arnaque. C'est ça. Alors, Kunlun, graphiquement ou en termes d'image, finalement, on n'en a pas dit grand-chose. C'est un titre qui est vraiment très sexy, très glamour. Il y a effectivement ces moites, c'est sensuel, quoi. Mais il y a aussi tout un jeu sur la séduction et c'est vrai que ça reste une espèce de ballet entre des personnages qui se croisent et qui savent jamais trop à qui ils s'adressent. Et toi, tu dis qu'il y a 2 couples, mais je crois qu'on peut s'attendre à ce qu'il y en ait plus, en fait. Oui, mais parce que le dernier tome, il a introduit un nouveau couple. Et le pire, c'est que l'auteur le dit en fin. Et je fais, ah merde, j'avais pas du tout qu'ils allaient se rapprocher, donc le mec, il nous dévoile un truc qu'il a même pas fait transparaître dans son manga. Il fait... Alors, le mec, c'est Jun Mayuzumi. Pardon. Déjà. Oui, désolé. L'autrice nous donne... à la fin, il y a... Comment on appelle ça? Pas un prologue, un épilogue. Un épilogue où elle explique son tome et fait, je savais pas si je devais introduire ce couple. Mais... jamais t'as dit que c'était un couple. Oui, mais parce que ce qu'elle disait, c'est Robin qui en parlait tout à l'heure, c'est que finalement ces personnages lui ont échappé.
Elle dit j'aurais pas misé sur ces deux-là. Et en fait, ils ont l'air de bien s'entendre et on va voir ce que ça donne. Elle dévoile quelque chose qu'elle a pas fait transparaître tout de suite. Ils se sont dit juste bonjour, on a fait c'est toi. En fait, j'ai l'impression que Joe il a un peu le seum contre ce titre parce que le titre il t'a menti tout simplement. Je pense c'est ça. Toujours pas la vérité. Et toi t'aimes bien les histoires avec des mystères, mais là je sens que l'autrice commence à t'agacer là. Oui, mais en même temps il est accro. Ah oui, moi je veux lire. C'est ça le truc, c'est que ça l'a rendu accro et c'est le problème des addictions. Après, on sait pas jusqu'où ça peut t'emmener. Ah bah il est abonné au mystère lui. Et puis après c'est terrible parce que t'as envie de manger tous les plats dont elle parle. Ah oui, c'est clair. Après le pain perdu, je veux pas essayer le sien, je pense. Il fumait des clopes aussi visiblement. Avec de la pastèque. J'ai demandé à Cagnard une clope. Finalement, ce titre a beaucoup d'effets négatifs sur Johnny. Il faut que t'arrêtes, c'est toxique cette relation. J'ai pas répondu au niveau graphique, moi je trouve ça incroyable. D'ailleurs, à chaque fois quand je suis allé à Japan Expo là, cette année, il y avait une grande affiche en couleur là, de Clown Générique Romance et je voulais la prendre chez moi et j'ai pas pu. Elle est très belle, je trouve, Kujiraï. Elle est super belle. Oui. Non mais tu vois, c'est quand même pas tout les deux temps qu'on arrive la version lunettes à se dire oui, bah de toute façon c'est un peu les mêmes. Avec sans lunettes, c'est comme Superman, si t'arrives à me dire qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre, c'est les mêmes. Clark Kent, Superman, tu sais. C'est vraiment les deux mêmes. Franchement, j'ai déjà essayé, ça marche. Ça marche. Bon, on verra la partie super-héros plutôt dans un mois maintenant, enfin un peu plus d'un mois maintenant, à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Clown Generic Romance de Jun Mayuzuki, c'est aux éditions Kana, ça fait 9 tomes. Juste avant, on a parlé de To Your Eternity aux éditions Pika de Yoshitoki Oima. Là, ça fait 22 tomes. Et puis juste avant, de Kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto aux éditions Crunchyroll. On était à 14 tomes. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci d'avoir écouté les mangas à suivre. On vous parle d'une nouveauté et d'Exorciste la semaine prochaine avec Phantom Busters notamment. Allez. Merci d'avoir écouté cette émission. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Merci.